Le débat politique en toute impartialité, c'est avec le duel. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau dans le cadre de ce programme. Vous le savez, ce programme des décryptages, des sujets d'actualité, ce programme d'analyse avec des acteurs politiques qui viennent en tout cas apporter la lumière sur différents sujets d'actualité, sur différentes thématiques. Et pour ce nouveau numéro, nous sommes sur ce plateau avec deux invités, bien entendu, parce que nous parlons justement du duel. Il s'agit de monsieur Jacques Isongo. Il est de la Lucha. Bienvenue. Merci beaucoup, madame, et je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. C'est un réel plaisir parce que c'est ma première fois d'être ici. Alors, c'est aussi un plaisir pour nous de vous avoir pour une première fois et nous espérons en tout cas que ce ne sera pas la dernière. Tout à fait. Et justement, à côté de vous comme co-débatteur pour le duel d'aujourd'hui, nous avons monsieur Larousse Mouya. Il est de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Bienvenue également sur le plateau des Six TV. Merci à vous, madame, de me recevoir. Comme mon frère ici à côté, c'est aussi une première pour moi d'être là. Donc, c'est un plaisir. Merci. Et nous espérons également que ce ne sera pas une dernière pour vous aussi. Je l'espère bien. Alors, voici le sommaire du duel d'aujourd'hui. Nous allons parler de trois thématiques. D'abord, au niveau du Parlement, vous le savez, il y a eu la rentrée parlementaire pour la session de septembre. Une session qui sera essentiellement consacrée justement au budget, une session budgétaire. Nous allons nous apaisantir là-dessus, question de réfléchir quelles peuvent être les attentes. Hormis le fait que c'est une session budgétaire, quelles peuvent être encore d'autres urgences par rapport à cette session au regard de la situation sécuritaire dans notre pays? Est-ce que cette session doit aussi évaluer d'autres questions et qu'est-ce que la population peut attendre de cette session de septembre? Nous allons nous apaisantir là-dessus et vous le savez puisqu'on parle justement du budget. La première ministre a déposé le projet de budget exercice 2025 évalué à 18 milliards de francs congolais. Est-ce que c'est un budget réaliste? Comment le gouvernement souminois peut travailler pour atteindre ces 18 milliards de dollars? Est-ce que ce budget va rencontrer les attentes de la population, résoudre les différents maux qui rongent notre société? Nous allons nous appesantir là-dessus avec nos invités. Et on va bien évidemment mettre un mot sur la question de la cohésion nationale parce que le sujet est toujours d'actualité. Vous le savez, en mission officielle en RDC, le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a échangé avec les acteurs politiques de l'opposition. Cette question a été encore une fois de plus à évoquer avec Martin Fayoulou. Nous allons nous apaisantir là-dessus avec nos invités. On va commencer rapidement avec la première thématique. Je commence avec vous, messieurs Larousse Mouya. Nous venons de le dire tantôt, le Parlement a ouvert sa session de septembre. Une session qui sera essentiellement budgétaire. D'abord, pour commencer, quels sont les enjeux par rapport à cette session de septembre? Vous l'avez parlé. La question autour du budget est essentielle, incontournable. 18 milliards, pour d'autres, c'est énorme. Pour d'autres, c'est pas assez. Pour d'autres, la question se pose sur la capacité de notre gouvernement à mobiliser. Effectivement, enfin, cette somme définie. Moi, je crois, par rapport à tout ce qu'on a vu récemment, l'augmentation de notre budget national, je crois qu'on est encore en mesure de faire plus, et bien même plus. Et j'estime que ça a été un chiffre assez modeste par rapport aux prévisions qui avaient été envisagées, par rapport à nos capacités de mobilisation réelles. Donc, la question du budget est essentielle, mais en dehors de ça, parce que la République, disons-le, notre nation, au stade où on se trouve, c'est encore un vaste chantier à tous les niveaux. On doit spécifiquement se pencher sur la question du budget, oui, mais en même temps, on ne doit pas que être sur là, on doit voir aussi d'autres questions très essentielles en ce moment ici. Donc, voilà, exactement. Alors nous rappelons que nous sommes en train justement de parler de la question du Parlement, la session de septembre. Je vais rester avec vous justement. Est-ce que les discours de présidents de deux chambres du Parlement ont rencontré le contexte politique actuel? Parce que nous avons vu Jean-Michel Samaloukonde qui a martelé sur plusieurs questions, qui a insisté sur le fait que le gouvernement doit fournir des efforts pour mobiliser des recettes afin justement de répondre aux attentes de la population. De son côté, Vital Kamerhe a insisté sur l'aspect sécuritaire, encouragé avec la loi sur la réserve armée de la défense, ainsi de suite. Est-ce que ces différentes allocutions ont rencontré le contexte politique actuel?
En tout cas, ils ont brossé les tableaux de l'actualité qui vit notre nation en ce moment. Chacun avec ses mots. Essentiellement, j'écoutais le président du Sénat qui expliquait le complot dont fait face notre nation par rapport à l'indifférence de certaines puissances internationales, par rapport suite à l'agression rwandaise, où il n'y a pas de sanctions, où la population congolaise continue de souffrir pendant plus de 30 ans. Il en était assez. Et j'ai salué l'allocution du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, qui expliquait spécifiquement sur cette question de réserve militaire. Mais le chef de l'État a déjà amorcé. À son époque, quand il était encore ministre de l'enseignement supérieur universitaire, l'excellence Moïse Nzangi avait déjà initié le préalable pour commencer à mettre en place cette armée de réserve, parce qu'on en a vraiment besoin. Mais en même temps, n'oublions pas que notre armée est en train de monter en puissance, mais ça ne fait que commencer. Mais déjà, ce qu'on a là comme résultat prouve à suffisance que les résultats sont plus qu'encourageants. Alors, je vais vous revenir tantôt. Je vais prendre également Monsieur Isongo. Alors, les enjeux de cette session de septembre, essentiellement budgétaires, bien entendu. Merci beaucoup, madame, une fois de plus, pour cette opportunité que vous nous accordez pour essayer d'analyser et de débattre autour de questions qui touchent à notre peuple et au pays tout entier. Il est question de savoir effectivement que la session est purement budgétaire, mais il y a beaucoup plus de questions que nous devons nous poser. Mon frère, mon co-débatteur Larousse pense que c'est pas assez, bien que d'autres personnes peuvent penser que c'est trop. Effectivement, il a raison. Vu la taille de la République démocratique du Congo, vu les nombreux défis que nous devons relever, cet argent semble ne pas être vraiment intéressant ou important par rapport à la somme. Mais aussi une autre question, c'est la capacité qu'aura le gouvernement à mobiliser ces fonds. Mais entre-temps, rappelons-nous que les budgets qui sont votés depuis des années au Congo ne sont que des budgets pour alimenter en fait les institutions, donc les frais de fonctionnement, les salaires. Et d'ailleurs récemment, on peut même vous le dire, l'installation des différents ministres et leur cabinet a pris un coût très, très important, ne laissant presque rien dans des caisses pour d'autres questions d'investissement ou de développement. On ne peut pas avoir de l'argent pour construire de nouvelles routes, pour bâtir la nation, si on n'est pas en mesure non seulement de mobiliser, mais aussi de hausser en fait cette somme, ce budget. Le budget est infime. Et d'ailleurs, ce ne sont pour nous que des chiffres qu'on nous cite, parce que sur terrain, nous avons un énorme du problème de constater que voilà, il y a autant d'argent, mais malheureusement sur terrain, on ne sent pas l'impact de ce budget qui, comparativement aux années précédentes d'avant 2019, donc pendant le régime passé, ils arrivaient à peine à atteindre 4 milliards de dollars. Mais maintenant, on est à presque quadruple, mais on peine à sentir la différence entre ce qui existait et ce qui n'existait pas. Donc voilà, ça ce sont des questions réelles qu'on devait se poser. Comment le gouvernement devait aussi mettre en place des mécanismes de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Nous allons y revenir quand nous allons parler justement de la thématique sur le budget, mais j'aimerais quand même aussi revenir sur la question de l'Assemblée nationale avec cette session. Vous avez certainement suivi les discours de présidents de 2 chambres du Parlement. Est-ce que ces différentes allocutions ont rencontré le contexte politique actuel? Oui. D'autant plus qu'ils ont parlé de la sécurité, ils ont parlé, mais moi je les attendais aussi un peu plus sur l'impunité, sur certaines réformes que nous faisons face, par exemple l'insécurité ou soit les menaces que vivent actuellement les opposants et même nous les activistes des droits de l'homme. Et ça, ce sont des réformes que nous attendions, nous espérons qu'ils vont
il y a une nouvelle loi de protection des défenseurs des droits de l'homme qui est malheureusement liberticide, votée l'année dernière. Et nous pensons que nous allons aussi demander cette année pour qu'on essaie de revoir. On est en train d'y travailler. Mais autre chose que on est en train de demander qu'on soit conséquent, qu'on mobilise un peu plus d'argent, que le budget soit important pour répondre à nos problèmes qui sont sécuritaires, qui sont purement sociaux. Mais entre-temps, les deux chefs de ces deux grandes institutions de la République plaident pour bâtir des bâtiments pour, par exemple, M. Sama Lukonde qui demande est-ce que c'est la priorité, est-ce qu'il y a l'argent pour ça, donc vous voyez, tout ça, ce sont des questions que nous pouvons nous poser. C'est comme s'il y a entre-temps, on cherche quelque chose avec son contraire à la fois. Ouais. Et du coup, on se demande si réellement il se soucie pour le peuple. Ce n'est qu'une proposition. Il y a mieux que ça. Il pourrait, et d'ailleurs, ce sont des questions que nous demandons si réellement M. Sama avait un programme en voulant entrer dans gérer ce bureau du Sénat, parce que n'ayant pas un programme ou un cahier de charges, on ne peut que proposer tout ce qui peut traverser la tête. Alors, je vais revenir sur M. Mouya pour cette question. La proposition pour ériger aujourd'hui un nouveau siège pour le Parlement, c'est une nécessité, c'est important. Nous sommes une république. Ce qui fait la force d'une république, c'est quoi? Ce sont ses institutions. Et qu'est-ce qui fait d'abord la force d'une institution? Les bâtiments qu'ils composent, entre autres. C'est une question importante, mais ce n'est pas une question urgente. Voilà. Donc, il peut l'avoir évoqué, ça va rester dans les esprits, on y travaillera mollo, mais en temps utile. Mais pour ce qui est brûlant, pour ce qui est vraiment urgent, pour ce qui est important, je ne crois pas qu'on doit, en ce moment ici, mettre des sommes assez conséquentes pour la construction. Pour un siège pour voilà, absolument. Alors, aujourd'hui, quel regard doit avoir le Parlement congolais sur le gouvernement? Parce que nous savons tous le rôle que jouent nos sénateurs et nos députés nationaux. Nous avons un gouvernement qui venait d'être installé il y a peu, pas encore 100 jours jusque-là. Quel regard cette législature doit avoir sur le gouvernement souminois? Ça, c'est une tradition qu'on n'a pas eue dans ce pays, que d'être assez praticien sur le rôle de tout un chacun. Parfois, on a dit que le pays ne marche pas depuis très longtemps. Hein. Plusieurs régimes s'y sont succédés. Mais parce qu'il y a eu des organes qui n'ont pas fait leur travail spécifiquement comme il le fallait. Parce que dans plusieurs régimes passés, et même pour le moment, parce que je ne vais pas dire que tous les ministres font bien leur travail, qui sont efficaces, c'est pas mon rôle, les parlementaires ne font pas ce qu'il faut. Et j'avais entendu, lorsqu'il avait été élu, le président de l'Assemblée nationale, tenir un discours très drastique où il disait qu'on ne va protéger aucun ministre. On ne va cajoler personne, on sera drastique, on sera derrière vous, vous devez faire votre travail. Vous n'avez pas été nommé par le chef de l'État pour qu'il vous couvre. Vous avez été nommé pour faire un travail de qualité. Et ça, j'ai aimé ce discours. Après le discours, j'attends de voir les actes. J'espère que c'est un homme pragmatique qui mettra en pratique ce qu'il a dit, puisqu'on ne peut mieux faire que ce qu'on sait bien dire. Donc, espérons. Le poids sur la qualité du travail du gouvernement repose sur les épaules, pas que de la première ministre, du membre du gouvernement. D'abord sur les épaules de députés et sénateurs qui doivent suivre, surveiller. C'est pour ça qu'ils ont été élus par le peuple. Parfois on oublie. Parfois quand on est là, dans le milieu, c'est fini, on est établi, on oublie un peu ce qu'il faut faire comme travail. Mais c'est leur travail que de suivre ce que le ministre fait et ce qu'ils ne font pas, de contrôler. Donc c'est vraiment ça. Alors je vais prendre aussi M. Isonga sur la même question. Rappelez-moi s'il vous plaît. Allez-y. Sur la même question, le regard que doit avoir aujourd'hui le Parlement par rapport au gouvernement souminois. Normalement, nous avons de beaux discours et nous avons de très belles propositions, que ce soit nous, le peuple, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit eux-mêmes ceux qui dirigent le pays, à l'occurrence les députés, sénateurs, les ministres et consorts, j'en passe. Mais malheureusement, on a du mal à appliquer cela. Comment expliquer que nous voulons tous lutter contre la corruption, mais les députés eux-mêmes favorisent un climat de corruption. Un député de la majorité, par exemple, il est censé voter des lois
pour renforcer leur gouvernance ou leur gouvernement de la majorité. Mais ce sont ces mêmes députés, quand un ministre vient avec une proposition de loi ou je sais pas moi, il doit se défendre, on est en train d'aller vers son ministre parce que le député qui veut qu'il se corrompe. Vous vous rendez un peu compte? On peut comprendre si c'était dès l'opposition que voilà, le ministre étant de la majorité et ils ne veulent plus de lui, qu'ils peuvent arriver à vouloir se laisser corrompre. Mais là, donc, je ne sais pas si au monde ça existe. Juste un parti politique, et ça je ne parle pas parce que UDPS aujourd'hui, ce sont des faits qu'on a vécu depuis très longtemps, depuis l'époque de Kabila, où on voyait des motions alimentaires. Les députés de la majorité et du coup pour nous il est difficile aujourd'hui de pouvoir penser que voilà l'Assemblée nationale ou les députés dans les rôles régaliens de pouvoir contrôler et puis légiférer des lois vont les faire de manière à satisfaire la population. En tout cas, nous sommes dubitatifs là-dessus parce que nous savons que toutes ces personnes qui sont là, et d'ailleurs la majorité d'entre eux sont mal élus. Ils se sont votés eux-mêmes. Mais ils ont été confirmés par les instances. Oui, mais sur quel fond, madame? Sur quel fond? Aucune personne aujourd'hui au Congo, même ceux qui sont de l'UDPS, même ceux qui sont à la présidence actuellement, avec le président de la République, savent, même s'ils ne peuvent pas le dire, savent que des élections ont été chaotiques et beaucoup de ces personnes qui sont là ne sont là que par un favoritisme ou par la force, le biceps ou l'argent qu'ils ont mis en place. Donc du coup, toutes ces personnes, désolé madame, allez-y. Toutes ces personnes, pour moi, je doute qu'ils viennent pour aider notre peuple. Ils vont par contre vouloir s'enrichir et ils le font. La preuve en est que voilà, ils ont commencé tout de suite à demander au président de la République des dons de véhicules. J'ai un ami qui a été élu député, de l'UDPS d'ailleurs, qui a demandé le véhicule au président de la République. Même si on a voulu justifier par la suite, il est élu de Chicap de mon territoire. Vous comprenez que ce sont des faits. Et nous restons factuels, nous ne supputons pas et nous ne pouvons pas aussi faire des diffamations ici dans ce lieu. Alors, est-ce que vous pensez que le plus important aujourd'hui serait que quand un ministre est par exemple interpellé, du moment où il présente ses moyens de défense qui sont convaincants, c'est suffisant, certainement? Bien sûr, il peut rester. Madame, nous sommes dans ce pays où on a cité des ministres qui ont détourné des deniers publics. Ils sont passés, quelles étaient les actions, si je peux dire au pluriel, des différents parlements qui se sont succédés contre ces ministres. La justice s'est saisie de certains cas. Mais est-ce que le Parlement avait initié de soi-même parce qu'il y a eu des soupçons où les personnes ont dit ou ont dénoncé certains détournements? En tout cas, je n'ai pas entendu personnellement. Mais au moins, la justice avait pris le courage de mener certaines actions, telles que le cas de Vital Kamere, le cas du docteur Oli Lunga, de monsieur là, de l'EPST qui a détourné, qui a fui. Il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas qui, pour nous espérions que la justice, par l'entremise du Parlement, devait très très sévère. Alors, je vais vous prendre également, allez-y. Alors, je vais répondre un peu, même si ça sera un peu difficile de refaire, allez-y. Toute la trame. Pardonnez-moi, mon frère, mais de ce que je considère comme une sorte de bouillabaisse indestructible. Pardon. Vous mélangez un peu les choses. Depuis que cette législature est en place, ces mandats ici, il n'y a pas un ministre qui a été convoqué par les parlements. Vous êtes d'accord avec moi? Aucun. Je ne parle pas de cette législature, mais je parle de la gouvernance de M. Tshisekedi. D'accord, non. Merci. Je posais une question, donc vous m'avez dit non, aucun ministre n'a encore été convoqué par le Parlement pour une question quelconque. Donc vous êtes d'accord avec moi. Ce que vous avez soulevé là ne rentre pas dans le cadre de ces mandats ici. On met ça à côté, donc c'est un hors-sujet. Prenons les cas des élections. On a battu campagne, chacun a présenté ses moyens, tout le monde était libre de circuler tranquillement dans la République pour battre campagne. Les choses se sont passées normalement. Et c'est une élection comme on l'avait jamais connue. Je ne suis pas le porte-parole de M. Denis Kadima. Non. Mais je parle en tant que témoin de l'histoire. Pour une première fois, on a fait voter les Congolais de l'étranger. C'était dans nos textes. Cela n'a jamais été fait. Et pour mettre en place une logistique pareille,
Imaginez-vous les moyens qu'il fallait, tout le timing. Et en dehors de ces temps-là, pendant la période avant les élections passées et ces élections ici, il y a un nombre substantiel de Congolais qui a quitté l'âge de la minorité pour passer à la majorité. Donc, encore un nombre beaucoup plus important de gens enrôlés. Voilà. La logistique devait suivre. On a fait les élections, comme partout au monde, on est allé au recours. Ceux qui avaient gagné ont été déclarés et ceux qui n'ont pas gagné, voilà. Les résultats sont là. On ne peut pas. Moi, je le considère en tant que républicain, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu élection, qu'il y a eu simulacre d'élection. Alors, quand vous dites ça, vous remettez en question toute la structure de la composition de la République. Justement, vos adversaires évoquent cette question par le fait que les élections se sont déroulées plus d'un jour. C'est leur motivation, en fait. Vous savez, on a besoin de petits commentaires pour essayer de noyer l'image de ceux qui travaillent bien. Moi, je sais que ces élections se sont bien déroulées. Voilà. Après, on nous explique que les députés demandent des chips. S'ils ne sont pas des députés, il y a un seul député qui a demandé au chef de l'État, dans une sorte de dialogue qu'ils avaient, conversation qu'ils avaient, et c'est passé à la télé. Le monsieur en question ou la dame en question ne s'est même pas caché. Donc voilà. Et pour le reste, ils viennent de commencer leur travail, accordons-leur le bénéfice du doute. Voyons ce qu'ils vont faire comme travail. Déjà, j'ai rappelé les propos tenus par leur président lors de son installation. Donc, accordons-leur le bénéfice du doute et voyons ce qu'ils vont faire comme travail. Mais n'allons pas directement à faire de suppositions que bon, c'est déjà mal parti, ils vont pas bien faire leur travail, ils sont là pour s'enrichir. Attendons voir. Attendons voir. Et peut-être cette question aussi très importante, avant de clôturer la précédente session, il a été évoqué cette question de salaire des députés nationaux. Aujourd'hui, c'est quand même une question qui est parfois mal digérée au sein de l'opinion quand on voit un député national qui touche une somme quand même un peu colossale, mais on voit un fonctionnaire de l'État qui touche à peine $200 américains. Est-ce que nous pouvons attendre peut-être que lors de cette session qui est quand même qu'on puisse discuter sur cette question de salaire des députés? Généralement, moi je ne sais pas combien ils touchent. Hein. S'il y a quelqu'un sur ces plateaux qui sait combien ils touchent exactement, en tout cas je suis prêt à entendre. Mais sur la question des salaires, moi, je considère que sur l'ensemble de la République, pour chaque catégorie de Congolais, on doit revoir la question des salaires de gens. Même dans le privé, où les sous-traitants, que moi j'appelle les typos du temps moderne, contrôlent une part substantielle de nombre de Congolais qui travaillent chez les privés. Dans des supermarchés, dans les sociétés de gardiennage et tout ça. Même dans des banques. Donc voilà, la question du salaire doit être traitée. La question du SMIC doit être traitée. Donc voilà, la question du travail doit être traitée. Et c'est une question essentielle. Pas que pour les députés. Voilà. Monsieur Jacques, vous avez la parole aussi. Merci beaucoup, madame. Vous vouloir réagir Oui, je vais réagir tout de suite parce que je ne peux pas accepter qu'on me qualifie soit des menteurs ou d'être hors sujet lorsque nous débattons sur des questions que nous maîtrisons. Il est important de savoir que en dehors de la législature, donc ce qui a été passé le régime passé, enfin la mandature passée de M. Tshisekedi, il continue. Et ce sont presque les mêmes, avec les mêmes personnes. Et donc, nous nous référons à son passé récent. Il a été noir sur blanc, question de la mauvaise gouvernance et des personnes ou des personnalités politiques de ce pays ont siphonné de l'argent comme si c'était des cacahuètes. Et vouloir les défendre, pour moi, c'est vraiment choquant et c'est inadmissible. Ça, c'est un. Des deux, ce sont les mêmes presque qui sont rentrés au Parlement. Parlant des élections, j'ai tenu plusieurs émissions là-dessus parce que j'ai été observateur à un certain moment en tant que société civile. J'ai observé les élections et je sais de quoi je parle. J'ai travaillé dans ce procès électoral comme sensibilisateur et éducateur civique et électoral depuis 2020. Donc on a préparé suffisamment la population pour prendre part à ce vote. Nous avons également... Il a parlé que M. Kadima a fait un bon travail. Ça, c'est lui qui le dit. Et c'est à lui de prouver. M. Kadima a fait des élections que nous avons appelées un simulacre électoral. Pourquoi? Ils peuvent dire, voilà, la logistique d'ailleurs, c'est la piètre
depuis qu'on a commencé les élections. Des machines à voter qui n'ont même pas fonctionné. Mais faire voter quand même les Congolais de l'étranger, une innovation qui a permis aussi l'inclusivité. C'est très intéressant. D'ailleurs, parlant même de la majorité, en fait du pourcentage de ces élections, combien de Congolais avaient voté? On n'a pas atteint 50%, même pas 40%, même pas 30%. Des électeurs qui se sont présentés pour aller voter malgré l'engouement. Les gens étaient prêts à aller voter, mais malheureusement, ils se sont butés à ce problème des machines à voter qui non seulement étaient en panne à tout le temps, mais aussi un nombre très insuffisant par bureau de vote et par centre de vote. Pour le dire, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous cacher la face. Lorsqu'il me dit, voilà, on peut donner le bénéfice des doutes à ceux qui sont là. C'est une nouvelle session. C'est une nouvelle et session. Et comme le Sénat, par exemple, le bureau définitif a été installé à peine à la fin. Et puis, Madame, quand les prémices sont déjà fausses, vous attendez à quelle conclusion? Quand on sait déjà sur fond de cette corruption à outrance, de ce bourrage d'urnes qui a été décrié par tous, même par des enfants. On a vu des images sillonner la République, même le monde, où il y a eu des casses, où il y a eu cette cacophonie bien orchestrée. Vous attendez à quel résultat, madame? Et d'ailleurs, vous l'avez posé la question, il ne sait même pas combien touche un député national. 5 000 $. Moi, je ne sais pas aussi non plus. 5 000 $, selon ce qu'avait dit le président de l'Assemblée nationale lors de la clôture de la précédente session. Oui. C'est assez, c'est beaucoup, il faut réduire. Nous avons demandé, moi j'avais demandé, j'avais proposé, si on donnait à un député national 5 000 $, on applaudirait. Mais en réalité, ce n'est pas le cas, c'est pas vrai. Un député national toucherait au-delà de 21 000 $, on l'a dit. Et d'ailleurs, même notre ami de l'ancienne de l'ODEP, Valérie Mandiang, a fait des rapports très intéressants au début de la législature. D'ailleurs, vous me donnez des éléments. Le bureau avec M. Jacques Njoli, ils ont détourné de l'argent. Vous avez su, non? Le nouveau bureau ici, où il y a eu des histoires, on a voulu enquêter, on a voulu demander à notre ami d'aller tout ça. Quel est son député? Qui l'a contredit sur ces faits? Personne. Pourquoi? Parce que mais le président de l'Assemblée nationale, quand il parle, c'est lui la bouche autorisée, c'est lui le chef de l'institution. C'est vrai. Quel est son voleur? Quel est son voleur? Nous, chez nous, dans notre dialecte, on dit une personne qui insulte un chef du village n'a jamais accepté. C'est-à-dire que aujourd'hui, si un chef a volé ou quelqu'un a volé, il ne peut pas dire oui, voilà, c'est moi, j'ai volé là-bas. Non, on va rapidement clôturer cette thématique pour passer à la prochaine. Vous pouvez réagir rapidement et puis nous passons à la prochaine thématique. Bon, déjà, j'entends ici des choses extrêmement graves. Graves. Il toucherait 21 000 $. Il dit que je ne connais pas. J'ai bien dit que je ne connaissais pas. Ouais, moi je ne connais pas. Je ne suis pas député, vous avez parlé, je vous ai écouté. Allez-y s'il vous plaît. Voilà. Allez-y. Vous ne connaissez pas, je ne connais pas. Madame nous a expliqué que c'est 5 000 $. Je ne sais pas. Mais vous ne pouvez pas affirmer de choses que vous ne maîtrisez pas. Intellectuellement, c'est pas honnête. Et vous dites que ce sont les mêmes. Franchement, tout le monde sait que ce Parlement a été revu, a été bouleversé complètement. Complètement. Parce qu'une partie substantielle n'est pas revenue. Donc on ne peut pas qualifier des gens qui viennent à peine de commenter, leur prêter directement des intentions malsaines, dire que non, ils ne font pas bien faire leur travail, puisqu'ils sont acculturés à voler, à se faire corrompre. Inacceptable. Bon, et vous avez été sensibilisateur pour ces élections. Alors quand vous expliquez ce qui a eu ahurissant, qui a eu moins de 50% ou 40% de gens pour aller voter, alors vous-même, vous n'avez pas fait un travail efficace. Je suis conscient. Mais moi, je sais qu'il y a plus de 50% de Congolais qui se sont rendus dans les urnes. Hein. Donc vous avez des chiffres qui n'appartiennent qu'à vous. Madame, nous avons connu des élections dans ce pays où à chaque fois, avant M. Denis Kadima, à chaque fois, le président du CENI pour aller proclamer les chiffres des élections, il se faisait accompagner par une sorte d'escorte militaire massée blindée. L'un d'anciens présidents a même proclamé les résultats dans un char militaire. Vous vous souvenez? Monsieur Kadima, pour proclamer ces chiffres, quand on dit que non, on a volé le résultat de Congolais, vous pouvez me dire qui a été vraiment élu président? Vous ne savez pas qui a été élu président? Mais vous dites que les élections ont été bâclées. Mais dites-nous, qui a été élu président? Qui a été élu, qui n'a pas été élu? Qu'est-ce qui a volé, qu'est-ce qui n'a pas volé? Il faut faire extrêmement attention à des choses comme ça. À chaque fois que M. Denis Kadima devait annoncer les résultats,
on savait déjà c'était où. Il se passait 2 heures avant qu'ils se rendent même en ces lieux-là. Et les caméras de la RTNC restaient allumées. Les Congolais, on se connaît. Nous sommes un peuple révolutionnaire. On n'aurait pas laissé passer ça si ces élections nous avaient été volées. Donc, c'était pour commenter un peu les propos que j'ai entendus, qui ne pouvaient pas rester comme ça sans commentaire. Une dernière question sur cette thématique. Une dernière question. Le ministre d'État a déposé 4 propositions de loi qui portent sur le fonctionnement. Plutôt le ministre d'État à la Justice qui a déposé 4 propositions de loi, des propositions de l'ancienne législature d'ailleurs, qui ont été déjà proposées avec la loi Garissa-Kata et consorts, de propositions qui portent sur la réforme de la justice. Est-ce que ces réformes peuvent être aussi très importantes à être traitées lors de cette législature? C'est essentiel. De cette session de septembre. C'est essentiel. Parce qu'il y a eu une réunion, je veux peut-être vous rappeler, le jeudi passé, entre le chef de l'État et les représentants des autres pouvoirs. Voilà. Il y avait la première ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Parlement de la Cour et le président de la Cour constitutionnelle. Donc, entre le sujet que le chef de l'État a rappelé, sur lequel il y avait urgence, il y a entre autres la question de réforme de notre système judiciaire. Parce que tout le monde le sait, que si cette nation se trouve dans cette situation, c'est entre autres parce que la justice est malade. Donc, on doit essentiellement travailler sur la question de la justice. Je clôture avec vous. Ouais, merci beaucoup, madame. Je pense qu'il est important de savoir faire le distinguo des choses. Ce n'est pas parce que M. Tshisekedi a été élu ou proclamé vainqueur qu'il n'y a pas eu fraude dans ce pays. Ce n'est pas parce que les Congolais ne se sont pas soulevés pour plusieurs raisons qu'on peut dire que les élections s'étaient très bien déroulées. Ce n'est pas parce que M. Kadima a rendu ou a proclamé, a publié des résultats issus de ces élections la journée où librement que nous pouvons nier le fait qu'il y a eu bourrage d'urnes, il y a eu détention illégale des machines à voter chez les particuliers, il y a eu tout ce qu'il y a eu. En tout cas, de manière honnête, ce que moi je souhaiterais entendre ici, c'est qu'on reconnaisse que voilà, il y a eu des irrégularités. Même si ces irrégularités ne pouvaient pas entacher ou soit perturber l'ordre d'arrivée à la présidentielle, mais cela ne va pas être un problème à reconnaître que voilà, par rapport au député national, il y a eu un problème. Vous reconnaissez qu'il y avait des irrégularités, mais vous reconnaissez aussi que le candidat publié a été élu. Je suis beaucoup de réserves, c'est avec beaucoup de réserves que je pourrais accepter. Parce qu'ils sont élus sur une même liste, ou le même jour où il y a eu des élections. Comment vous devez accepter que voilà, tel a... D'ailleurs, M. Kadi m'avait sanctionné plus ou moins 80 personnes sur des fonds, des bases de cette histoire de bourrage d'urnes et des irrégularités. Comment justifiez-vous ça? Parce que nous connaissons que le Parlement congolais actuellement est monocolore, ou presque. Et toutes ces personnes que moi, je le dis, qui a été issues d'une fraude massive, a aussi fait ou élu ou voté ou fait ça pour le président de la République. Ce n'est pas parce que les Congolais n'ont rien dit, parce qu'effectivement, il y avait tout un travail que je reconnais, battu par l'UDPS et surtout le président de la République, sur des fonds de discours vraiment embarrassants. On va y arriver parce que je pense qu'on va parler de cette Kikouni et que voilà, on ne peut rien faire. Alors les 4 propositions de loi pour la réforme de la justice. Je n'ai pas encore lu, je n'ai pas encore ces propositions de loi, mais je pense que parce que vous avez évoqué le cas de Garissa Kata et Minaku, c'était des très belles propositions de loi à l'époque, malheureusement instrumentalisées par les politiques qui ont instrumentalisé justement la population à l'entremise de l'UDPS qui pensait que voilà tout ce qui viendrait des kabylistes est mauvais. Alors on va prendre la thématique sur le budget rapidement, les 18 milliards de dollars américains pour le budget 2025. Est-ce que c'est un budget réaliste? C'est réaliste, oui, absolument. Parce que qu'est-ce qu'on observe? J'ai l'accroissement de recettes réalisées, donc on peut encore faire mieux. Et faire mieux, pas seulement côté collecte, pas seulement côté mobilisation, faire mieux aussi côté dépenses. Donc voilà. Moi je pense, ça c'est mon sentiment, mais je crois que la raison voudrait ainsi. Il faut plus de dépenses d'investissement que de dépenses de fonctionnement.
réduire un peu toutes ces institutions. Les institutions. Voilà, réduire les dépenses des institutions. Et moi, je pense même qu'on devrait fermer. Notre nation est une nation à réformer, complètement. Je pense même que par rapport à la forme vraiment qu'on doit avoir, il y a d'autres institutions dont on ne voit pas l'importance. Comme par exemple, quelle institution qui sont budgétivores. Donc voilà, je parle de l'ensemble. Je ne vais pas citer pour que pas certaines personnes se sentir attaquées. Mais au fond, on doit vraiment aller dans une gestion beaucoup plus, rigoureuse de nos finances, pas seulement de la mobilisation. La mobilisation, nous avons la capacité de faire même plus. De faire même plus de 20 milliards. On est vraiment capable de faire plus. Mais comment est-ce qu'on alloue ces budgets-là? C'est ça la vraie question. Monsieur Isonga, la même question. Isongo. En tout cas. Allez-y. Pour la première fois, je suis d'accord avec lui parce que c'est le combat que la lucha mène depuis plusieurs années. C'est la réduction du train de vie des institutions. Et je l'ai dit tantôt que les budgets de la RDC depuis un certain temps sont plus focalisés ou orientés vers l'animation, soit le fonctionnement des institutions, les salaires de personnalités et consorts, et peu de moyens sont utilisés pour le développement, pour l'investissement et consorts. Et bien que cette fois-ci, il y a une légère augmentation par rapport au budget passé. Par exemple, cette année, des prévisions, ils disent que 14% de ce budget est consacré à l'investissement, ce qui représente une légère hausse, comme je le disais, mais aussi l'allocation pour l'agriculture a augmenté aussi de presque 13%, ce qui n'a pas été le cas pour le budget passé. Donc ces deux, par exemple, ces deux chiffres ou ces deux pourcentages montrent quand même la volonté de quand même faire un peu face, mais c'est minime en fait, c'est minime. Et ce que nous souhaitons, c'est que le peu qui va aussi entrer soit canalisé, comme mon co-débatteur l'a dit, à des faits qui doivent impacter le quotidien de la population. Parce que le régime actuel, c'est un régime normalement socialiste, donc le social du Congolais doit être au centre de tout. Et si aujourd'hui le peuple d'abord qui a déjà un slogan presque oublié ou déjà oublié, on doit quand même faire un effort de pouvoir renaître de l'espoir à cette population meurtrie. Mais aussi le budget, malheureusement je n'ai pas pu faire des statistiques sur la question de l'armée, parce que l'armée aussi avait un budget presque modique à l'époque, qui ne pouvait pas faire face à cette situation à l'est de la RDC qui nous emboîte. Donc tout ça, ce sont des vrais défis. Et pour ce faire, on doit avoir des hommes intègres, on doit avoir des hommes capables, des hommes intimidables. Non intimidables, voilà, pas intimidables, des hommes qui doivent rester debout dans leurs bottes, que ce soit au niveau de l'assiette fiscale, des GI, des GERAD, que ce soit sur la finance, le budget, toutes ces personnes, l'ordonnancement, de décaissement des fonds publics, tout ça, on doit savoir. Aujourd'hui, en RDC, tout sort, je ne sais pas, il a dit que on doit attendre encore, on n'a pas encore vu, mais tout était décaissé en mode d'urgence. Mais jamais on n'a vu une route être construite en mode d'urgence. Hein? Je ne veux pas aussi prendre des exemples d'ailleurs, là où on a eu la chance d'aller, seulement ici en Afrique, où le président dit, ok, on est en train de construire un palais là-bas présidentiel, on stop. Finissons d'abord cette route. L'argent qui est là, les personnes qui est là, venez ici pour la route. En mode d'urgence. On peut aussi le faire ici. C'est très intéressant que mon co-débatteur pense vraiment à dire qu'on doit réduire le trait et fermer effectivement certaines institutions budgétivores. Lui, il a eu la modestie de ne pas. Moi, je vais citer le CN, ça fait quoi? J'aurais appris que voilà, ils étaient plus payés, tout ça, mais ce sont juste et aussi le président de la République peut arrêter de créer d'autres institutions parallèles qui doivent dépendre de la présidence. On connaît, il y a beaucoup d'autres institutions qu'il a mis, sûrement pour aussi voir comment canaliser les fonds, comment gérer tout ça, mais aussi pour satisfaire certains proches. Ça, on doit aussi le dire. C'est pas mal, mais ça doit impacter. On doit voir du concret. Quand on fait ça, qu'est-ce qu'il va produire après?
Alors, Monsieur Mouya, on parle de 18 milliards de dollars américains, mais nous savons tous que la priorité, c'est aussi le social, parce que les conditions sociales sont de plus en plus précaires. Aujourd'hui, les Congolais perdent de plus en plus son pouvoir d'achat. Comment travailler, qu'est-ce que le gouvernement doit faire concrètement aujourd'hui pour permettre à la population de reprendre son pouvoir d'achat? C'est une question très essentielle sur laquelle vient de travailler le ministre de l'économie, M. Mukoko Samba, qui a pris un certain nombre de mesures par rapport à certains produits qu'on exporte, les produits de première nécessité. Il a baissé spécifiquement la fiscalité sur le dédouanement de certains produits, des consommations et tout. Donc, on attend de voir l'application déjà de ces mesures et l'effectivité, le retombé de ces décisions sur les marchés. Parce que mathématiquement, ça devrait bouger les prix et mathématiquement, sur les marchés, les prix devaient baisser. Donc, on attend de voir. Ce sont des mesures qui ont été prises. On attend de voir. Et si c'est effectif, effectivement, on va acclamer, on va en parler. Et si c'est pas efficace, on proposerait d'autres modèles sur lesquels, personnellement, je suis en train de réfléchir et de plancher. Donc, en temps utile. Alors, on parle de mobilisation de recettes, on fait justement allusion au gouvernement. Donc, les différentes institutions, les différents ministères doivent travailler pour mobiliser davantage les recettes et atteindre les 18 milliards de dollars américains. Le gouvernement souminois aura bientôt 100 jours. Est-ce que les signaux sont quand même forts déjà en ce moment? Est-ce qu'on peut espérer que ça sera très facile de mobiliser ces recettes, mais aussi de répondre aux attentes de la population? Les régies qui officient dans ces domaines de mobilisation de nos recettes sont efficaces, sont animées par des personnes spécifiquement efficaces. Depuis un moment, on voit effectivement comment notre budget ne cesse d'aller de l'avant année après année. C'est une question qui touche aussi au gouvernement, mais pas que. Voilà, donc sur cette question-là, je crois que le Congolais peuvent être tranquille et espérer qu'il y aura toujours du bon. Les signaux sont forts avec le gouvernement souminois, les différents ministères, ça va, ça se passe bien? Alors ça, c'est une autre question. Voilà. Justement, c'était la question que je posais sur les signaux du gouvernement souminois. Est-ce qu'on peut, au travers, si on fait une lecture, est-ce qu'on peut espérer qu'au travers de ce qu'on voit et que nous pouvons atteindre ce budget? Il y a des ministres qui se démarquent. Pour les budgets, oui, le ministre Famba lui-même, déjà, il fait un excellent travail. C'est quelqu'un de très rigoureux. Par rapport à son travail, aucun souci, aucun nuage. Et il fait partie des ministres qui se démarquent. Et pour le reste, ils sont leurs propres procureurs. Le chef de l'État avait dit qu'il y aurait une notation. Et donc une notation qui va certainement conduire chacun tirera ses responsabilités par rapport à ce qu'il aurait fait ou n'aurait pas fait. Et bien nous, on n'est pas là pour acclamer les gens qui font mal leur travail, même s'ils ont été nommés par le chef lui-même. Puisque moi spécifiquement, je battu campagne pour le chef de l'État. Dans les sillages de notre secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya, on a fait un travail très acharné. Donc on n'est pas là pour soutenir les gens qui ont été nommés. On est là pour soutenir le programme du chef de l'État pour lequel on a battu campagne. Donc quelqu'un qui soit nommé par le chef de l'État, qui se retrouve là ou pas, mais qui ne ferait pas le travail tel que défini, alors nous, on serait en droit de dénoncer. Alors, mais d'acclamer aussi si c'est bien fait. Monsieur Jacques, la même question, et puis on va clôturer pour passer à la dernière thématique. Comment faire pour que ce budget puisse répondre aux attentes de la population au regard des conditions sociales, au regard du pouvoir d'achat? Ok. Normalement, pour que ce budget tienne, il faudrait faire des réformes fiscales et pour encourager en fait la lutte contre la corruption. Parce que nous l'avons déjà dit, parce que les capacités sont là aussi mobilisatrices. Ce qui est vrai, c'est qu'on a des contraintes et beaucoup d'entre nous qui recouvrons les fonds, nous nous faisons payer à la base. Ouais, et du coup, on doit avoir le courage de faire des réformes. Afin que, effectivement, c'est que le peuple, le Congolais lambda paye, entre directement dans la caisse de l'État. On ne doit pas bancariser, mais je ne sais pas les mots, ce sont les amis qui sont un peu trop calés dans ce domaine. Donc on doit cesser de payer des transactions à main. Okay. On doit un peu comme ce qu'a fait le ministre d'État à la Justice qui a décidé que les frais de justice seront bancarisés. Par exemple, moi j'ai été arrêté plusieurs fois et j'ai été même devant les juges
Je me souviens, on nous avait demandé l'amende, je sais pas moi, pas l'amende parce on était acquitté, mais on devait payer certains frais, je sais pas, administratifs ou quoi, de 50 000, mais sans quittance. 50 000 à l'époque, c'était quand même une somme. On ne nous donnait rien en fait. On donne au juge ou au magistrat et puis bon, c'est fini. Mais non, cet argent pour nous qui luttons contre la corruption, nous voudrions que ça entre dans le circuit normal de l'État, parce que c'est avec cet argent qu'on peut acheter des papiers pour eux, quand ils vont faire le PV, tout ça, ils entendent les gens, il y a des papiers, parce qu'il est inadmissible que voilà, même dans un sous-siat, on vous arrête, et c'est vous, donc vous êtes arrêté, on veut vous auditionner, et c'est vous qui devez donner l'argent pour les papiers. On dit non, mais il y a stylo. Vous voyez, c'est pas correct en fait. Et donc nous pensons que si on met tout dans un circuit bien canalisé, ça peut quand même non seulement enflouer les caisses, mais aussi le mode de décaissement et de la réalisation de certains projets. Donc on peut effectivement résoudre certains problèmes. Alors, dernière thématique, appel à la cohésion nationale. Est-ce le chemin vers le développement de la République démocratique du Congo? Cet appel à la cohésion lancé par Martin Fayulu et dans le cadre de sa visite ici en RDC, en visite officielle, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a même échangé avec les acteurs politiques de l'opposition. Encore une fois de plus, cette question a été évoquée. Messieurs Jacques, votre analyse par rapport à cette question de la cohésion nationale? En tant que Bantou, je pense que dialoguer, c'est pas un problème, c'est très bien d'ailleurs. Mais ce qui nous gêne, ou ce qui me gênerait personnellement, c'est le fait de pouvoir utiliser le dialogue pour accéder au pouvoir. Ça, c'est pas du tout normal. Lorsqu'on a eu des élections, même si je l'ai dit, sans peur d'être contredit, que c'était des élections truffées d'irrégularités et de tout ce que vous connaissez, mais à la fin, on a accepté que M. Tshisekedi et consorts puissent gérer le pays. On doit avoir accepté d'attendre et de gérer comment je peux dire l'opposition après les prochaines élections. Ouais, l'opposition en fait de manière républicaine. Nous sommes contre les violations des droits de l'homme, nous sommes aussi contre ceux qui prennent des armes pour destituer les présidents. Ça, nous sommes clairs là-dessus. Et du coup, dialoguer, s'il faut aller dialoguer pour trouver des solutions à certains problèmes, nous sommes favorables et nous pouvons conseiller à certains ou à ceux qui veulent y prendre part de le faire. Et nous, si on nous invitait, nous allions aussi répondre favorablement. Ça, c'est pas un problème. Mais ce que nous refusons, c'est qu'on utilise ce dialogue pour gracier les rebelles, par exemple, pour accéder au pouvoir pour certains hommes politiques de l'opposition. On a vu comment Étienne Tshisekedi à l'époque et Félix Tshisekedi avaient résisté. On a débauché, je sais pas, l'homme à lunettes, Tchibala et consorts, mais ils sont restés debout et forts. Et c'est comme ça que nous demandons aux opposants d'aujourd'hui. Ils doivent aussi résister et faire un contrepoids contre le pouvoir s'ils pensent que le pouvoir va à la dérive. Si le pouvoir ne gère plus bien, si le pouvoir renforce son pouvoir autoritaire, donc une dictature, ça on doit faire un effort d'interpeller et de démontrer que voilà, président de la République, là, ce n'est pas bon. Et non aller dans un dialogue, comme je l'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois parce que c'est pertinent pour nous. Nous devons accéder au pouvoir dans ce pays par des élections. Une personne qui a fait couler le sang à l'est de la République démocratique du Congo ne peut pas intégrer l'armée. Et ce sont des réformes que la Loucha a proposées. Il y a même des correspondances adressées au président de la République. Et d'ailleurs, la dernière que nous venions d'introduire, c'était pour faire partie de l'équipe mixte qu'il voulait mettre pour voir comment ce qui s'est passé à Makala. Jusque-là, nous attendons des réponses. Donc nous, à un certain moment, que les gens ne pensent pas que nous nous opposons, juste parce que nous voulons nous opposer, ou d'ailleurs nous ne sommes pas des opposants, nous sommes des jeunes conscients des défis que nous retrouvons dans ce pays, et nous pouvons aussi apporter des solutions par des dialogues, par des discussions et par des propositions. Donc ce dialogue, dans ce contexte-là, est le bienvenu. Alors vous avez la parole également. Moi, je suis d'accord avec une partie de ce que mon frère a dit. Je ne vois pas en quoi ce dialogue est important. Je ne vois pas en quoi. Et déjà, les thèmes trompeurs, cohésion nationale, ah bon?
puisqu'on considère qu'il n'y a pas de cohésion nationale dans ces pays, puisque M. Fayoulou considère qu'il n'y a pas de cohésion nationale dans ces pays. Toutes les ethnies de la République sont représentées dans notre Assemblée nationale, dans notre Sénat. Tous les coins linguistiques de notre pays se retrouvent représentés dans le gouvernement, dans notre pouvoir judiciaire, dans nos administrations publiques. Donc, pour M. Fayoulou, il y aura cohésion nationale qui, si lui se retrouve dans ses gouvernements, aussi se retrouve quelque part à la tête de la République. Inacceptable. On a fait des avancées, on est en train de faire des avancées. Je ne dis pas que tout est bien fait ou tout a déjà été fait. Non. On est en train de faire des avancées. On ne peut plus mettre en place des formules qui nous a reculées. Non, ça sera une sorte de recul, mais assez innommable. Non. Pour moi, en tant que républicain, j'étais peiné de voir qu'il avait réfugié aux membres de sa famille politique d'être candidat aux législatives. Parce qu'une nation doit fonctionner, une nation républicaine doit fonctionner avec toutes ses institutions et toutes les formes de composantes de pouvoir et de contre-pouvoir. Donc maintenant, il revient avec une proposition incohérente de cohésion nationale. Mais je me demande, il dit cohésion nationale pour mettre fin à la guerre, je me demande s'il était devenu un généralissime assez stratège qui, au lendemain de négociations, de ces dialogues, il montrait au front pour aller commander les unités. Enfin, où il va former d'autres unités pour mettre fin à cette guerre. Non. Il y a déjà un schéma qui est défini. Qu'est-ce qu'on va faire de notre Parlement pendant ce temps? Donc, qu'est-ce qu'on va faire de tous ceux qui ont versé le sang congolais? Et il oublie une chose qui est très considérable, très importante par rapport au mandat passé. On est parvenu à faire voter une loi qui interdit à toute forme de gouvernement de cette nation de négocier avec une quelconque forme de mouvement insurrectionnel. Donc, dans sa proposition porte même la racine de la trahison. Puisque si on met en place cette table de négociation, dialogue pour la cohésion nationale, comme il entend, et que les Congolais de par-ci, de par-là viennent pour négocier, et que nous disions, non, enfin, ceux qui sont dans des mouvements insurrectionnels ne vont pas monter à la table avec nous, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, alors, ceux-là sont en train de nous exclure. Il est hors de question. On va continuer avec des avancées que nous sommes en train de faire et consolider nos acquis. N'est-ce pas important de dialoguer quand même quand on a des cas de méfiance au niveau de l'opposition, par exemple? Nous avons cette Kikouni qui a été interpellée, l'opposition qui est en train de crier, qui est en train d'alerter sur le fait qu'il s'agirait d'une arrestation arbitraire. N'est-ce pas quand même important de mettre tout le monde ensemble, les acteurs politiques, et trouver des solutions? Aujourd'hui, on a des acteurs qui se déclarent pratiquement des exilés, qui ne sont pas dans le pays parce qu'ils disent qu'ils ont peur de revenir. C'est pas important de dialoguer dans ce contexte? Alors, je vais mettre les cas de cette Kikouni à côté. C'est un cas extrêmement grave, extrêmement. Et je prends les cas des opposants. Ils ont été incapables, les opposants qui demandent le dialogue, incapables entre eux de désigner le porte-parole de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, à la législature passée et aujourd'hui. Donc ces messieurs sont incapables de parler entre eux, un petit groupe, un petit cercle. Mais ils ont tellement de lumière pour parvenir à faire parler toute la République. Vous ne trouvez pas que c'est une aberration? Revenons sur le cas de Seth Kikouni. Il a tenu des propos extrêmement graves, madame. Il va dire aux Katangais, spécifiquement, montez-vous contre les Balouba. C'est ça qu'il a dit. Son discours est là. Il ne se cache pas, ces garçons. Cette effronterie ne pouvait pas être laissée comme ça. On a connu dans ces pays où les gens ne blaguent pas, on a connu dans ce pays les Katangais qui ont massacré les Balouba. On a connu ça. Les mandats commençant du chef de l'État, son premier mandat, on a vu deux jeunes gens, deux jumeaux qui ont été lynchés parce que Kassaïen, quelque part dans un coin de la République. Encore tout récemment, on a vu cette femme avec sa famille subir des horaires assez inqualifiables. On ne peut pas laisser ça passer. Moi, je crois même qu'on a mis du temps pour appréhender ce monsieur-là. Il doit être traduit en justice et la rigueur de la loi doit se faire sentir sur lui. Donc voilà, sur tout celui qui osera jouer à ça. C'est pas parce qu'on est opposant qu'on peut se permettre n'importe quoi. Nous avons le feu, encore ici, à Kwamoutou. On a connu des drames assez innommables entre les Lema et les Lennou. Et il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer dans ces pays. Il a tenu un discours assez irresponsable et il doit payer pour ça. Monsieur Jacques, sur la même question, le dialogue, est-ce qu'il faudrait dialoguer même avec ceux qui ont pris les armes contre la République? Non. Allez-y, nous avons par exemple l'AFC de Corneille Nangaa, nous voyons beaucoup de Congolais qui y adhèrent. Quand vous pensez que la cohésion peut être importante, vous voulez faire allusion à quoi concrètement et peut-être évoquer aussi les cas des 7 qui connus rapidement. Pourquoi les gens adhèrent à AFC? Peut-être qu'on ne se pose pas cette question.
pourquoi les gens adhèrent à cette alliance? Parce que, visiblement, ils n'ont pas d'autre solution. Et surtout pour ceux qui sont... Parce que l'une de vos consoeurs m'a posé une question lors d'une interview. On a vu, vous dénoncez ici Corneille Nangaa, mais on a vu son entrée dans l'une des cités ou l'une des agglomérations, comment il a été accueilli par la population. J'ai dit, mais cette population-là, elle n'a pas de choix. Elle s'est sentie abandonnée. Il faut faire même semblant. Est-ce que quand on se sent abandonné, on doit prendre les armes contre son pays? Bon, je ne légitime pas. Je ne légitime pas, mais au moins, on sait que, voilà, à un certain moment, les gens sont forcés. Ce n'est pas de leur propre gré. Mais ces personnes, malheureusement, parce qu'ils ont choisi, ils peuvent être jugés selon la rigueur de nos lois. Et ça, c'est important. Et je ne pense pas, je ne serais pas très à l'aise de constater que voilà, il y a un dialogue qui amnistierait ce qui nous cause du tort aujourd'hui. Mais entre-temps, je suis d'avis de pouvoir discuter pour trouver des solutions à certains problèmes. Je sais que mon ami est de l'UDPS et c'est normal qu'il puisse tenir certains propos parce que, bon, c'est leur pouvoir, il doit les défendre, mordicus. Même si nous savons que la légitimité compte, tout ça, et il est important de voir comment les faire. Mais politiquement, c'est aussi impossible parce que en écoutant le président Tshisekedi, je crois à Bruxelles, il était clair. Et d'ailleurs, je pense que tout ce que M. Fayoulou fait, c'est en réponse à cette déclaration. Il a vu les prêtres en privé, ils se sont vus, et lui, sans rien leur dire sur place à Kinshasa ou à Lubumbashi, je ne sais plus où, il part parler à Bruxelles. Voilà, j'ai reçu les prêtres, ils m'ont dit ça, Et d'ailleurs, voilà, celui-là, il ne croit pas que c'est moi le président. Bon, maintenant, il dit, ok, je crois que c'est toi le président. Et puis, je me déclare alors pour le dialogue. Du coup, le président ne va pas répondre à cette question. Donc, bref, il est pour moi essentiel de discuter. Par rapport à cette question de Seth Kikouni, je pense qu'il est important de clarifier les choses. Seth Kikouni n'a pas, je ne le défends pas, mais j'ai répondu, où mon mouvement, la Lucha, avait répondu à l'appel qu'ils ont lancé, et lui et M. Claudel Lubaya, pour pouvoir s'organiser. Le cadre de concertation. Le cadre de concertation. Et donc, je suis signataire de plusieurs communiqués et communications dessus. J'ai suivi les propos de M. Seth Kikouni. Il n'a pas dit ce que mon frère venait de paraphraser ou de vouloir analyser. L'idée selon laquelle, voilà, il veut inciter les Katangais contre le Baluba. Ce n'était pas ça le cas. D'ailleurs, même ici, il a tenu ce genre de propos disant Kinoa Bozolala. Bozolala Botelema, parce que rien ne va. Et en tant qu'opposant, je pense que, d'ailleurs, M. Tshisekedi en a parlé pire que ça. Même le père et le fils. Pire que ça. Donc, je ne dis pas que un opposant ou un acteur politique peut se permettre de dire des histoires extrêmement graves. Mais là, nous devons le dire, il n'a rien dit de mal. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le Katanga ne voit pas ce que les sourds voient, et les aveugles voient. Ils n'entendent pas ce que tout ça. Et vous devez effectivement vous lever pour barrer la route à ce qui ne marche pas. Ce n'est pas contre le président de la République, ce n'est pas contre l'ethnie du président de la République. Et d'ailleurs, le président de la République lui-même, à Mbujouma, il a dit que notre espace Kassaya, moi je suis du Kassaya en fait, je n'ai jamais eu honte de le dire, notre espace est oublié ou a été oublié par tous les régimes passés. Ça aussi, nous pouvons aussi qualifier de ce discours d'irresponsable. Mais est-ce que dans un contexte... J'ai fini, madame. Madame Siminoa, ici au Congo central, a dit presque la même chose parce que je suis allé à Mwanda plusieurs fois et à chaque fois je me dis pourquoi l'électricité est produite ici et Mwanda et beaucoup d'autres agglomérations sont dans les noirs. Et madame Siminoa a dit la même chose. Pour le Congo central produit l'électricité, mais nous n'avons pas du courant. Et ça, ce n'est pas normal. On n'a pas incité à la haine, ni à la je sais pas, à la haine tribale. Mais au moins, à une colère. Et d'ailleurs, pour nous, la lucha, nous adhérons à la lucha
suite à une colère que nous qualifions de frustration. Mais n'est-ce pas que, par rapport au contexte, dans le contexte de notre pays où le tribalisme bat quand même de fois son plein, n'est-ce pas qu'il faudrait veiller sur certains discours pour ne pas créer l'incitation à la haine, pour ne pas créer cette colère dont vous parlez justement? Non, la colère, elle est normale en fait. Elle est normale. Je suis en colère parce que moi, je ne peux pas accepter... Cette colère peut conduire à des affrontements carrément. Non, pas des affrontements de manière... les affrontements sont constitutionnels, madame, mais pas des affrontements violents. Pas aller casser ou incendier. Mais je peux aujourd'hui me lever avec mes amis pour aller demander de l'électricité à nos autorités. Et ça, c'est constitutionnel. Donc, je suis en colère lorsque je vais me lever le matin pour venir devant les gens et que j'ai du mal à avoir de l'eau pour me laver. J'ai du mal à venir ici et que je dois trouver de l'embouteillage parce qu'on ne sait pas réguler, ne serait-ce que là. Et ça, c'est une colère normale. Et ça, je peux même dire, je le dis d'ailleurs, j'ai écrit sur Facebook, que le peuple congolais, d'ailleurs le Quinois, il est plus bête. Parce que ce sont les mêmes personnes qui souffrent. Mais le matin, ils soutiennent le gouvernement mordicus pour que... Voilà. Mais parce qu'ils y croient et ils donnent les bénéfices de doute. Quand on fait déjà plus de 2-3 ans, vous ne voyez rien. Madame, pour réguler la circulation routière, il suffit juste un mot. On va terminer, nous sommes arrivés à la fin. Allez-y, finissez votre phrase. Alors, nous sommes arrivés à la fin du duel. Mesdames, messieurs, merci pour votre attention. Nous étions sur ce plateau avec monsieur Jacques Isongo. Il est de la Lucha. Merci d'être passé. Merci, madame. Également, monsieur Larousse Mouya, de l'UDPS. Merci également d'être passé. Merci de m'avoir accueilli. Mais je ne serais pas passé un mot. Les Quinois ne sont pas bêtes. Les Quinois comprennent spécifiquement dans quel état nous sommes, d'où nous sommes venus. Donc voilà, cette question, le docteur Etienne Tshisekedi le disait à une époque donnée où le peuple voulait carrément que le maréchal parte et où beaucoup l'appelaient à faire de la lutte armée. Il disait que le pouvoir écroulant, il va tomber de lui-même, on va mettre les choses de manière démocratique. On n'a pas entendu. On a accueilli le Kadogo qui sont arrivés en caoutchouc. Qu'est-ce qu'on a payé? Plus de 18 ans de misère, des trahisons et de collaboration avec le Rwanda. C'est ça qu'on a connu. Aujourd'hui, le peuple patient parce qu'il sait à quel niveau est-ce que la nation avait été cassée et quel est le travail lourd et important que cherche l'État à faire. Donc, il faut un peu de patience pour voir le résultat. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va se retrouver prochainement pour un nouveau numéro avec le même plaisir.